Audition de Yembel Antoine. Yembel était lui aussi compagnon de Maquis de Ruben. Sa position est capitale comme celle de tous ceux qui ont vécu auprès de lui pendant ces dernières heures. La question qui m'est posée par votre auguste commission présente à moi le dilemme le plus sérieux. Mes comités de base et centraux m'ont donné certaines consignes que je ne dois pas dépasser. Je suis aussi devant la direction de notre mouvement qui vous a donné pouvoir d'enquêter sur la mort de Oum. Cette affaire me cause d'ailleurs une vive émotion, surtout quand je pense aux dernières heures que nous avons passées avec le disparu. Car pour moi, en dehors des liens politiques qui nous unissaient en tant que militants de l'UPC, il y avait encore plus qui nous unissait, les liens familiaux, la parenté. Je voudrais donc que la commission accepte aujourd'hui ma déposition qui ne sera pas approfondie. Par ailleurs, je pense qu'il serait mieux de faire un rapport que je soumettrai à la direction de l'UPC. Je voudrais plutôt déposer en tant que responsable d'un quelconque organisme du SABL, car c'est au nom de cet organisme que j'ai collaboré avec Ruben Oumniobé dans le Maquis. C'est pourquoi je vois que je ne peux pas déposer en tant que militant pour ne pas aller à l'encontre des décisions de mon comité central et de mon comité de base. Mais je suis prêt à déposer en tant qu'un fonctionnaire du SABL. Quelle était la composition du SABL? C'était Yembak, Basugok, Yibel, Boum Samuel Le Bref, Mandeng et moi-même. Quel était le rôle de l'ISOC? L'ISOC n'était qu'un simple agent de liaison entre le SABL et l'extérieur. Mboualuc de Modé était notre vague maître entre le SABL et la section des ECA, alors que Mbassi Jean était le véritable planton de l'UPC. Fenjok Charles cohabitait également avec nous. Je ne dois vous parler que de la situation dans le Maquis 3 jours avant la mort de Ruben Oumniobé. Depuis quand tu es entré au Maquis? C'était le 29 mai 1955. À la fin du mois d'août 1958, nous avons été assaillis par les forces de l'ordre, ce qui nous a dispersés. C'est le camarade Oumgos qui nous annonça l'arrivée imminente des troupes. Et nous avions un règlement strict qu'en cas d'attaque où le sauve-qui-peut est recommandé, nous ne devions pas aller en direction où la cachette du secrétaire général se trouvait. Après notre dispersion, j'ai pris seul une autre direction alors que d'autres camarades étaient dispersés dans la forêt. J'eus alors l'intuition d'aller à la recherche du camarade Mboualuc qui me raccompagna au vieux Maquis. Je fus étonné que ce camarade n'ait pas été atteint et très satisfait que les autres camarades se trouvaient là sur place. Comme j'étais toujours accompagné du camarade Mboua et qu'il ne fallait jamais révéler le lieu où se trouvait le grand Maquis, je fus contraint de rebrousser chemin avec mon guide, le raccompagner dans son Maquis. Ainsi, je réussis à le feindre pour venir rejoindre plus tard le secrétaire général. Oui, et avant votre arrivée au Maquis? Avant notre arrivée au Maquis de Mboua, ce dernier fut attaqué par les militaires. C'est en ce moment que nous nous rencontrâmes avec le camarade Makon Manlend et plusieurs autres camarades qui prenaient la fuite. Et on se dirigea vers Hong. Après 3 jours de séjour, je décidai d'aller rejoindre le grand Maquis. Ayant rencontré le camarade Mbend Alexandre, un camarade du Maquis qui était à la recherche de son fils qui avait disparu au moment de la fusillade. Il m'a alors emmené jusqu'à proximité de son Maquis où je suis resté pendant 2 jours en attendant que la situation s'éclaircisse avant de me raccompagner. Il me raccompagna jusqu'au terrain de Oumgos, gardien du grand Maquis, et il reprit le chemin du retour. Je rejoignis le grand Maquis et fis le compte rendu à tous les camarades, y compris le secrétaire général. Tous les camarades avaient déjà peur de rester encore dans ce Maquis et voulaient changer de lieu par tous les moyens, et avaient estimé qu'il serait très prudent d'aller rejoindre le Maquis d'Alessandre Ben,
qui n'était pas tellement éloigné de nous. Ce jour-là, Ruth, la mère de Marie Ngonjok, était partie chercher du régime de bananes. On avait entendu les militaires couper du bois non loin de nous. Ces militaires avaient découvert notre ancien maquis. La peur gagna nos esprits et nous décidâmes de quitter d'urgence ces lieux et d'aller ailleurs, et notamment au maquis de Mbend. L'obsession d'être pris du jour au lendemain gagna nos esprits davantage. Quand est-ce que Maya rejoint le maquis? Vers juin ou juillet 1957, je précise que nous avions tenu un conseil pour son entrée au maquis. Le conseil donna un avis favorable. Est-ce que Maï a été contraint de rester au maquis ou bien il y est resté de son propre gré car nous avons déjà nos informations contradictoires? Je sais que Maï avait formulé une demande pour entrer au maquis. Le secrétaire général nous avait parlé de cette demande-là et tout le monde était d'accord. Ayant constaté qu'il y avait une lutte d'influence entre Yem et Maï, il était décidé que Maï rejoigne le secrétaire général Ruben Oumniobé sur la demande expresse de ce dernier. Dès lors, ils ne se séparaient point. Je disais donc tantôt que c'est dans la nuit du 10 au 11 septembre 1958 que nous partîmes de nuit vers la direction du maquis de Mbend. On avait passé la nuit dans la forêt car il faisait très noir. Le lendemain, on reprit le chemin et je me suis égaré. C'était la deuxième fois que je perdais l'orientation de la direction qui mène chez Mbend. Je demandai donc à Umgos de m'accompagner jusqu'à Ong afin de m'orienter. Nous étions donc partis en laissant toute la troupe sur place. Par hasard, on avait trouvé ce rocher sur lequel on m'avait hébergé par le camarade Mben chez qui toute notre équipe se dirigeait. Après une vaine attente de transgresser la loi du maquis qui ne nous permettait point d'aller au maquis d'autrui sans autorisation préalable. Qu'a-t-il fait ensuite? Le lendemain 13 au grand matin, Mbend vint vers nous courroucé, très courroucé d'ailleurs, parce que nous avions enfreint les règles du maquis concernant l'inviolabilité du maquis d'autrui. Et il finit par nous apprendre qu'il avait vu le secrétaire général et les autres camarades. Mbend prit tout le monde jusque dans le rocher, là-bas nous tînmes conseil pour décider de la construction du maquis, car notre bande devait se scinder en trois. Mbend était donc parti pour préparer une place pour la construction du maquis pendant que je chauffais de l'eau à Mpodol, qui se lava peu de temps après. Tout le monde était sous le rocher. Je réchauffais à côté. Tout à coup, Ruben et les autres camarades qui entendirent du bruit s'inquiétèrent. Ruben et Yem étaient debout et nous signalèrent la présence des militaires qui étaient à quelques pas de nous. Puis quelques secondes plus tard, ces derniers mitraillaient déjà. C'était alors le sauve-qui-peut général. Quant à moi, je fus projeté à terre à la première détonation, puis je ne sais pas comment j'ai rampé jusqu'au manguier qui bouchait à moitié le nid issu du rocher. C'est de là que j'ai vu quelqu'un courir vers moi. Au prime abord, j'avais cru que c'était des militaires et que nous étions encerclés. Ce n'est qu'après que j'ai constaté que c'était le camarade Maï Matip. Je le rejoignis et nous fîmes route ensemble jusqu'à Chembend, car son maquis n'était pas très éloigné. Après avoir pataugé pendant longtemps dans la brousse en évitant de justesse d'être repérés par les militaires qui continuaient leur œuvre néfaste dans la forêt, je proposai au camarade Maï de sortir sur la route nationale car la forêt était empestée de militaires. Il ne voulut pas parce qu'il avait trop peur. Pas parce qu'il avait trop peur, mais comme il ne connaissait pas les lieux. Et il était contraint de me suivre. C'est ainsi que nous sortîmes de la brousse. Et c'est tout ce que vous savez? Permettez-moi de revenir en arrière. Lorsque je me trouvais avec Maï dans la brousse peu de minutes après le mitraillage de notre maquis,
Je lui demandais comment lui a pu être si loin du lieu de la catastrophe. Il me répondit qu'il avait quitté les lieux avant pour aller chier. Au moment précis où nous voulions aller à la colline Hang, où se trouvait face à face avec les militaires on se trouvait face à face avec les militaires qui venaient d'opérer dans notre maquis. Ils étaient bien reconnaissables, car ils portaient la petite valise inséparable d'une podole. Nous fûmes contraints de passer une autre nuit dans la brousse. Et ce n'est que 2 jours plus tard que nous apprîmes la mort de Ruben Umdobe, c'est-à-dire le 15 septembre 1958. Et comment l'avez-vous su? C'est vers Njorkok qu'un villageois originaire de Sonpek, Ntep André, nous apprit la triste nouvelle. Je demandai donc à Maï de partir à Lima, mon village natal, ce qui fut fait. Je le cachai sous un palmier et je continuai seule la route pour aller dans le quartier regroupé de mon village. Nous étions toujours accompagnés de l'enfant que j'avais pris dans le maquis de Mben. C'est en cours de route vers les quartiers regroupés qu'une de mes tantes m'avisa que ma famille était sommée de me faire sortir de brousse et les délais qu'on leur avait impartis arrivaient à terme juste 3 jours après la mort du secrétaire général. Nous rejoignîmes séparément le village regroupé de mes parents et nous eûmes les premiers soins pendant au moins 1 semaine. Et le camarade Maï écrivait à un de ses frères à Ezeka. Nous sollicitâmes du matériel de travail car nous voulions sortir par Maï un document posant les conditions de sortie du maquis. Pour moi, je devais répondre à un certain individu qui avait parlé dans un sens complètement erroné sur la vie dans le maquis. Que déteniez-vous ce jour, Maï et toi? Rien du tout. D'ailleurs, j'étais le seul à avoir une lame de couteau. Lorsque vous quittez le maquis de Umgos, qu'avez-vous fait des archives? On les avait cachées, une portion se trouvait dans le fossé, une autre à côté et l'autre au pied d'un arbre. Était-ce des cantines? Le gros des archives avait été gardé par le secrétaire général et Umgos avant le 10 septembre 1958, c'est-à-dire avant qu'on ait quitté le maquis de Umgos. Mais comment les militaires ont-ils pu s'emparer de ces archives? Personne ne leur avait indiqué la cachette. C'est Boum Samuel Elisson qui avait premièrement montré aux militaires le lieu où se trouvaient mes propres archives et la cantine de Njok Charles. Pendant ce temps, j'étais dehors en liberté. L'ISOC précisa aux militaires que s'ils veulent s'emparer de ces archives de l'UPC, il faut se saisir de moi, de Maï et de Ngonjok Marie. Cette dernière fut d'abord arrêtée la première pour aller montrer la cachette où se trouvaient les archives. On l'amena de force dans la brousse, mais je crois qu'elle leur indiqua un autre lieu. Ce fut mon tour. Je leur dis que je ne connaissais pas bien le lieu et je sollicitais la présence d'un autochtone pour qu'il fût présent. C'est ainsi que le fils du chef de Libellingoy, le nommé Mangé, nous accompagna dans la brousse. Signalons en passant que le camarade Maï avait été sollicité pour aller montrer la cachette où se trouvaient les archives. Mais il feignit d'être malade. Les militaires n'insistèrent point car ils avaient certains égards à l'endroit de Théodore de par sa lignée de famille. Oui, et ensuite? Dans la brousse, je voulus chercher à ma façon la cachette. Le jeune capitaine avec qui on était parti me donna l'ordre de rester sur place en me disant que si j'étais sincère, c'est moi-même qui pouvais depuis longtemps leur parler des cachettes des archives dans la forêt. Avant de partir, la camarade Marie me sifflait à l'oreille l'endroit où elle les avait emmenés. Pendant que je voulais les emmener là-bas, il me fut répondu que le coin était déjà fouillé
et l'on se dirigea juste à l'endroit même où les archives étaient cachées. Je dois dire que ma présence d'esprit me dit qu'ils étaient plus que renseignés. Les militaires ramassèrent les machines à écrire, la valise de Bassogok. Quelles mesures de sécurité avez-vous pris, par exemple, autour du maquis de Mpodol? N'aviez-vous pas d'armes pour défendre le secrétaire général? Oh que non! On n'avait pas d'armes. Seule la vigilance était notre arme. Puisqu'on devait garder le secret sur le lieu de sa présence, on n'a pas voulu qu'il soit gardé. D'ailleurs, lui-même ne voulut pas qu'un service de sécurité fût installé auprès de lui malgré la demande pressante de certains chefs ou de plusieurs chefs du CNO. Mais quel était le rôle du CNO? N'était-il plus combatif? C'est une question qui est à côté et nous risquons d'aller très loin. C'est plutôt connexe. Le CNO n'avait pas été invité à rester avec nous ou à côté de nous pour notre surveillance. Fin de l'audition de Yembel Antoine.